Bien, nous avons vu tout à l'heure que à tout moment, on pouvait suivre la cristallisation d'un liquide au fur et à mesure que la température baisse. Et qu'à chaque température, on était en mesure de calculer la quantité des cristaux qui se forment et la quantité du liquide résiduel. Maintenant, on va faire la démarche inverse, c'est-à-dire on va opérer ce qu'on appelle une fusion partielle, c'est-à-dire comment à partir d'une roche solide soumise à une température donnée, en l'occurrence la température eutectique, la température la plus basse pour laquelle il y a fusion, comment calculer la quantité du liquide qui se forme une fois cette température eutectique atteinte. Bien. Alors, on va choisir une roche de composition X, c'est-à-dire une roche où on a 70% de quartz pour 30% d'albite. Dès qu'on atteint le solidus, bien sûr, il y a du liquide qui va se former. Alors, du moment qu'on est dans le champ de cristallisation du quartz liquide, ça veut dire qu'ici, en aucun moment, il y aurait de l'albite. Toute l'albite qui va se former sera à l'état liquide. Ça, c'est un paramètre essentiel à retenir, une donnée fondamentale qui est fournie justement par le diagramme de phase. Bien. Donc, X a composition 70% de quartz pour 30% d'albite. La composition de points eutectiques, rappelez-vous, le point eutectique, c'est un point invariant. C'est lui qui caractérise le système binaire quartz-albite. Seule la température eutectique est invariante, donc c'est elle qui détermine, qui fixe le système quartz-albite. Sa composition, il suffit de la lire sur l'axe des abscisses au même titre que X, puisqu'ici on a l'axe des compositions. Donc ça va être 35% de quartz pour 65% d'albite. 35% d'albite pour 65% de quartz. OK. Alors, à la température eutectique, nous avons dit qu'on était de l'eau-champ liquide plus quartz. Donc, il n'y a pas d'albite. Je reviens donc à mon texte pour dire, voilà, la quantité du liquide, j'ai déjà 30% d'albite qui est à l'état liquide. Donc, je connais, pour une part, la quantité du liquide à travers tout le contenu d'albite qui, lui, est à l'état liquide, puisqu'on est dans le champ liquide plus quartz. Maintenant, ce qui me reste à déterminer, la quantité de quartz liquide qui va accompagner l'albite. Bien, je vais me référer au point eutectique. Comme on l'indique, c'est un point caractéristique du système binaire albite-quartz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que j'ai 35% d'albite, j'ai 65% de quartz. En l'occurrence, 30% d'albite sont passés à l'état liquide. Maintenant, quelle est la quantité de quartz qui va accompagner ces 30% d'albite? Donc, il suffit de construire une simple règle de 3 pour déterminer la proportion du quartz qui va accompagner l'albite. Et donc, la quantité de liquide qui va se former par fusion partielle d'une roche solide de composition 70% de quartz plus 30% d'albite à la température eutectique, ça sera 30% d'albite plus ce que j'ai calculé en quartz, 56% de quartz. Et donc, la somme totale, c'est 86. Donc, à partir de 100% de roche solide, j'ai formé à la température eutectique 86% de liquide. Bien. Maintenant, je vais revenir au même diagramme pour prendre un autre exemple, celui de Y. Y, j'ai une roche de composition Y, donc la composition Y peut osciller ici. Maintenant, une fois que je touche le solidus, eh bien, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, du moment que ici, il n'y a pas de quartz solide, donc toute la partie quartz, c'est-à-dire que les 20% de quartz que j'ai ici sont totalement liquides. Et dans ce liquide, il n'y a pas que du quartz. Bien sûr, il y a du quartz liquide, plus de l'albite liquide, plus de l'albite à l'état cristallin. Bien. De la même manière, la composition du Y étant 20% de quartz plus 80% d'albite, le point eutectique est un point invariant à 35% d'albite, 65% de quartz. Et maintenant, à la température eutectique, je forme combien de liquide? Je sais que je peux connaître une partie de ce liquide. C'est la partie qui ne cristallise pas. En l'occurrence, comme je suis dans le champ liquide plus albite, ça veut dire tout le quartz est à l'état liquide, donc au moins j'ai 20% de quartz. C'est la première partie. Il me reste à déterminer le deuxième terme, c'est-à-dire la quantité d'albite qui va accompagner le quartz. Je reviens toujours au point invariant parce que c'est un point de référence et je construis ma règle de 3 tout simplement. Donc, aux 20% de quartz qui passe à l'état liquide, j'aurai 31%, j'aurai, c'est ça, 11% d'albite qui vont accompagner le quartz. Hein? J'aurai 11% d'albite qui vont accompagner les 20% de quartz. Et donc, je vais ajouter ici la partie d'albite qui me manque, qui est 11. Donc, la quantité de liquide qui se forme à partir de la fusion partielle d'une roche de composition Y à la température eutectique, c'est 31% de liquide. Bien sûr, le reste, c'est ce qui n'a pas fondu. Maintenant, essayons de comparer les quantités liquides formées pour la composition X et pour la composition Y. On constate pour chaque composition, on forme une quantité de liquide correspondante. Ici, pour cette composition X, j'ai formé 86% de liquide. Là, pour une composition différente, j'ai formé 31% de liquide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de liquide formée dépend de la composition initiale de la roche. Pour chaque roche, je vais obtenir une certaine quantité liquide. Maintenant, regardons dans ce liquide que j'ai formé. Dans ce liquide que j'ai formé, on a trouvé 30% d'albite et 56% de quartz. Quand je ramène ces valeurs en termes de proportion, autrement dit 30 sur 86, eh bien, j'obtiendrai 35% d'albite. Quand ici, je divise les 56 par la somme totale, j'obtiendrai 65% de quartz. De la même manière qu'ici, c'est-à-dire que pour les 31% d'albite, 20 sur 31 me donne 65% de quartz et 11 sur 31 me donne 35% d'albite. Et comme vous pouvez le constater, ces compositions obtenues, eh bien, c'est la composition des points eutectiques. Alors, deux corollaires très importants à retenir. D'abord, la quantité de liquide formée dépend de la composition de la roche de départ. À chaque composition, on forme une quantité de liquide correspondante. Mais, quelle que soit la quantité de liquide formée, la composition de ce liquide correspond à celle du point eutectique. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que la composition du liquide de fusion à la température, la première température TE, parce que c'est la température de fusion, eh bien, la quantité de liquide, la composition de ce liquide formé est toujours la composition du point eutectique. Alors que la quantité, vous distinguez la quantité de la composition. La quantité est différente, mais la composition est la même. Maintenant, regardons
toujours ces diagrammes binaires avec point eutectique en opérant un certain nombre de variations. Alors ici, on va varier la température de la fusion en fonction de la pression d'eau. Les diagrammes que nous avons utilisés jusqu'ici étaient des diagrammes où la pression était fixée à 2 kbar d'eau. Et donc, on ne travaillait qu'avec deux paramètres, la température et la composition du mélange. Maintenant, sur le même diagramme, on va essayer de voir comment la variation de la pression d'eau joue sur la configuration graphique du diagramme. Alors, commençons par la pression. On a une pression ici à P0, c'est comme si on n'a pas d'eau, une pression d'eau qui est égale à 0. Et donc, le champ, toujours ici, le domaine liquide, le champ ici de cristallisation de la phase A, plus liquide, ça c'est liquide plus la phase B, et là on a le point eutectique. Ici, c'est la température du point eutectique à la pression 0. Bien, maintenant, regardons ce qui se passe lorsqu'on augmente la pression d'eau. Lorsqu'on augmente la pression d'eau, c'est-à-dire on passe de P0 à P1, eh bien, regardez ce qui se passe. On a un changement au niveau des champs de stabilité des phases minérales et même des états du système. Alors, ici, cette partie-là était comptabilisée solide dans le premier diagramme, puisqu'ici, c'est le champ solide pour le diagramme à P0. Ici, lorsqu'on a augmenté la pression, lorsqu'on est passé de P0 à P1, eh bien, le point eutectique est rabaissé. Ici, on passe de TE1 à TE2. En augmentant la pression d'eau, on a réduit la température de fusion. C'est-à-dire que ce qui était solide est devenu liquide. De la même manière, lorsqu'on passe de P1 à P2, eh bien, ce qui était liquide, ce qui était solide dans le cas d'un diagramme à une pression d'eau égale à 1, P1, eh bien, le champ qui est là, eh bien, est devenu liquide. Autrement dit, regardons cette composition X et essayons de l'examiner à différentes situations de pression, P0, P1, P2. Alors, la composition X, ici par exemple, par rapport au premier diagramme, par rapport à P0, elle est dans le champ solide. Elle est là. Il est dans le champ solide par rapport au diagramme défini par la pression P0. Maintenant, lorsque la pression passe de P0 à P1, le point qui était dans le domaine solide, maintenant, il est dans le domaine liquide plus cristaux. Liquide plus cristaux de B. Donc, ce n'est plus un domaine solide, c'est un domaine qui se place entre le liquidus et le solidus. Bien. Maintenant, lorsqu'on passe de P1 à P2, toujours avec une pression qui augmente, pression d'eau, eh bien, le point qui était dans la zone liquide plus cristaux, par rapport à P2, maintenant, il se trouve carrément dans le domaine liquide. Cela rejoint la remarque que nous avions faite au début de cette présentation-là, à savoir que la pression d'eau a pour effet de réduire la température de fusion. Lorsqu'on augmente la pression d'eau, lorsqu'on passe de P0 à P2, eh bien, la température de point de fusion baisse. Ça rejoint exactement le corollaire que nous avions dit au début du cours, à savoir que la pression d'eau a pour effet de réduire la température de fusion.
J'ai parlé tout à l'heure de la pression d'eau. Maintenant, examinons ce qui se passe par rapport à une augmentation de la pression à sec. Disons que c'est une pression de charge, une pression à sec, sans eau. Alors, examinons toujours le même point X, par exemple, par rapport à P0 ici. Tout à l'heure, dans le diagramme précédent, la pression est une pression d'eau. Ici, c'est une pression à sec. Le même point X ici, qui se trouvait par rapport à P0 dans le champ liquide, avec l'augmentation de la pression à sec, il se trouve dans le domaine liquide plus B, plus grand B, liquide plus cristaux de B. Si j'augmente la pression à sec, eh bien, le point là va se trouver dans le domaine carrément solide. Autrement dit, la pression à sec a un effet totalement opposé à celui de la pression à eau. Et ça, ce sont deux choses également à retenir. Si la pression d'eau a pour effet de réduire la température de fusion, la pression à sec a un effet totalement contraire. Elle augmente la température de fusion, au contraire. Alors, tout à l'heure, nous avions observé des diagrammes binaires qui étaient fixés pour la pression à 2 kilobars. Maintenant, on va varier la composition par rapport à la pression, la température étant fixe. On dira qu'on travaille à température isotherme, c'est-à-dire fixe. Alors, le diagramme de phase étant totalement inversé. C'est-à-dire que avec l'augmentation de la pression à sec, on passe de domaine liquide vers un domaine liquide plus cristaux, vers un domaine complètement consolidé. Alors, on a deux types de représentations par rapport au système binaire. On a des systèmes binaires sans point eutectique, avec point eutectique, pardon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on a un schéma du système binaire sans point eutectique. C'est le système binaire, toujours à deux phases, et en l'occurrence, il est caractéristique du système isomorphe, c'est-à-dire où les phases décrivent une série isomorphe entre elles. C'est le cas, par exemple, des olivines, c'est le cas des plagioclases, albite, anorthite, c'est le cas de toute phase qui décrit une série isomorphe, c'est-à-dire une variation, c'est une solution solide avec variation de composition entre deux pôles purs. Alors, l'exemple ici traité, c'est l'exemple des olivines, où on a deux pôles purs. Le pôle ferreux, qui est la fayalite, qui est le pôle fer 2 ici au 4, et là, le pôle magnésien, qui est la fayalite, qui est la forstérite. Et entre les deux pôles fayalite, forstérite, on a toutes les compositions intermédiaires. Alors, ce champ, ou bien ce diagramme, se divise en trois types de champs. On a le champ ici complètement liquide, là, le liquidus, là, les olivines, c'est-à-dire des cristaux d'olivine dans le liquide, c'est le domaine liquide plus cristaux. Et là, on a le domaine carrément solide, c'est-à-dire le domaine d'olivine à l'état cristal. Bien, là, on a le champ de température et de la même manière, là, c'est le champ des compositions, c'est l'axe des compositions. Et de la même manière, on travaille à pression constante. Bien, prenons le cas d'un liquide de composition L0. Pour lire la composition de ce liquide-là, il suffit de se rabattre sur l'axe des abscisses. Donc, c'est un liquide L0 de composition 30% de fayalite pour 70% de forstérite.
À la température T1, dès que ce liquide touche le liquidus, des cristaux d'olivine commencent à se former. Alors, la composition de ces cristaux d'olivine qui se forment, il suffit de la lire sur l'axe, sur le liquidus, sur la courbe solidus. À partir de là, donc j'extrapole sur le solidus et à partir de là, je projette sur l'axe des compositions pour déterminer la composition du premier cristal d'olivine qui se forme. Alors ici, le premier cristal d'olivine qui se forme a la composition 10% de fayalite pour 90% de forstérite. Donc c'est une olivine très magnésienne, puisqu'on est près du pôle forstérite. Alors, quand la température baisse, lorsque je passe de T1 à T2, bien sûr, il y a de la cristallisation qui se fait, puisque le moteur de la cristallisation, c'est le refroidissement. Alors, en passant de T1 à T2, je dévale toujours le liquidus, puisque l'évolution de liquide se fait toujours sur le liquidus. Rappelons que nous travaillons dans des systèmes réversibles. C'était une condition de départ. Donc, L1, en passant de L1 à L2, il y a de l'olivine qui se formait. Quand je suis à L2, j'extrapole sur le solidus, puis à partir du solidus sur l'axe des compositions, et je détermine ma composition S2. Donc, en passant de la température T1 à T2, j'ai cristallisé des olivines d'abord à T1 qui avait la composition 90% Mg forstérite pour 10% de fayalite. Là, à T2, c'est 80% de forstérite pour 20% de fayalite. Alors, en allant de L2 à L3, eh bien, j'extrapole sur le solidus et puis sur l'axe des compositions. Alors ici, à ce point-là, les cristaux qui se forment, comme on peut le constater, ils sont sur la même ligne, sur la même droite L0. Ça veut dire que les derniers cristaux qui se forment auront la composition du liquide de départ. C'est ça ce que cela veut dire. Eh bien, quand on est à ce stade-là, eh bien, plus rien ne se passe, tout le liquide va se transformer en olivine de composition S3. La cristallisation s'arrête à ce niveau-là. Donc, quand le dernier liquide qui se forme a la composition, quand les derniers cristaux qui se forment ont la composition du liquide de départ, les choses s'arrêtent à ce niveau-là. Le système sature et on n'obtient que des cristaux de composition S3. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que de la même manière que ce que nous avions fait pour le diagramme binaire avec point eutectique, ici, pour chaque température, on peut calculer la quantité des cristaux qui se forment et la quantité du liquide résiduel. Pour ce faire, eh bien, à L0, L1, ici, c'est la cristallisation qui commence, donc on est au stade 100% liquide. Ici, par exemple, à T2, lorsque je dévale cette pente-là, eh bien, la quantité du solide qui se forme, il suffit de se rabattre sur l'axe des compositions, mesurer le nombre de gradations, comme ce qu'on avait fait pour le diagramme binaire, et puis à partir de là, diviser sur le point de cristallisation. Autrement dit, ici, au point T2, la quantité d'olivine solide, ça sera la projection sur l'axe des axes, c'est-à-dire 20, ici 2 graduations, sur la distance totale séparant L2 de S2, ça veut dire 20 sur 30. Donc je formerai ici 66,7% d'olivine solide qui a la composition 80% de forstérite pour 20% de fayalite. De la même manière,
Ici, la quantité de liquide résiduel, c'est les 10% qui me restent sur les 30%, c'est-à-dire 10 sur 30, 33, le 1 tiers restant. Et là, bien entendu, quand tout est passé à l'état solide, j'aurai 100% du solide. Donc, quand j'ai 100% solide, ça veut dire que plus rien, il n'y a plus de liquide résiduel, tout est passé à l'état solide.